Eh, ça dit quoi? Eh ben, ça dit qu'on va attaquer l'exercice 1 du concours général des lycées version 2025. On introduit une opération bizarre dénommée addition sur une parabole et on va entamer la partie 1, propriété de l'opération plus. Je te laisse bien lire l'introduction et moi j'attaque avec la question 1, soit a et grand B, deux points de P tels que YA était différent de YB, exprimer XA plus B en fonction de XA et XB. Alors d'après l'énoncé, tout d'abord il faut former la droite qui relie grand A et grand B, et ça on sait comment trouver cette droite. Du moins l'équation réduite de cette droite. On va d'abord chercher le coefficient directeur. Ensuite, avec les coordonnées, on va trouver l'ordonnée à l'origine, on aura la droite, et on résout l'équation de telle sorte que la droite en fait intersecte à la droite d'équation y est égale moins 1. Et on trouve l'abscisse considérée à l'aide de l'équation de la droite. Soit donc grand A et grand B deux points de la parabole tels que YA est différent de YB. Notons qu'on a XA différent de XB et YA différent de moins XB. Ça va être important pour la suite. Et donc la droite que je cherche a une équation de cette forme-là, y est égal à mx plus p, et donc je vais calculer m avec la formule du coefficient directeur. Et donc on a m qui vaut ceci, notez que le dénominateur ne s'annule pas, puisque xa est différent de xb. Sauf que les points AB qui ont pour coordonnées respectives xa, yk et xb, yb sont sur la parabole, ce qui signifie que leur y vérifie l'équation de la parabole. Mais l'équation de la parabole, elle est donnée par cette relation-là, puisqu'on parle en fait de la fonction qui a x associée x carré. Donc le yk, il vaut xa carré, et yb vaut xb carré. Et donc je remplace ici. Ce qui me donne xa carré moins xb carré sur xa moins xb, et je reconnais une identité remarquable, donc je factorise le xa carré moins xb carré en xa moins xb, xa plus xb, divisé par xa moins xb, et je peux simplifier les xa moins xb, et donc il me reste xa plus xb. Donc le coefficient directeur vaut bien xa plus xb. Je sais que mon équation réduite est de cette forme-là, il ne me reste plus qu'à trouver P, l'ordonnée à l'origine. Et pour ça, il me suffit d'un point que je sais être sur la droite, et donc de remplacer x et y par les coordonnées de ce point. Ce qui me donnerait une équation pour petit p, et j'isolerai pour avoir la valeur de petit p. On va prendre le point grand A, donc je remplace y par yk et x par xa. Et je n'oublie pas que yk est en fait égal à xa carré, et donc je vais passer tout ça de l'autre côté en isolant p côté droit, et j'obtiens que p est égal à tout ceci. Je distribue le xa ici, donc j'ai xa carré qui se simplifie avec le moins xa carré, donc j'ai moins xa fois xb qui me donne p est égal moins xa xb. Notez que si j'avais remplacé les coordonnées ici x et y par celles de b, j'aurais obtenu la même chose. J'aurais eu un yb ici et donc un xb carré et donc un xb là. Et en distribuant, j'aurais eu le moins xb carré qui serait simplifié avec ce xb carré là. Et j'aurais eu encore moins xa xb. Et voici donc l'équation réduite de notre droite AB. Maintenant, concentrez-vous les amis. On nous dit qu'on regarde l'intersection de cette droite-là avec la droite d'équation y est égal à moins 1. Y est égal à moins 1 à un coefficient directeur qui vaut 0, et ici on a xa différent de moins xb, d'après ce qu'on a dit là pour rappel. Donc les deux droites ne sont pas parallèles, et donc elles se croisent en un point. Ce point qui est sur la droite d'équation y égale moins 1 vérifie donc que moins 1, son ordonnée, puisqu'il est sur la droite d'équation y égale moins 1, est égal à xa plus xb fois x moins xa xb. Pourquoi? Parce que ce point est aussi sur cette droite, vu qu'il est sur l'intersection des deux droites. Et donc j'ai plus qu'à isoler x, et donc je fais passer le xa moins xb du côté gauche, et je divise par xa plus xb, qui, encore une fois, est une opération permise, parce que xa est différent de moins xb, et donc la somme des deux est différente de 0. Et j'obtiens que l'abscisse de ce point d'intersection est égale à ceci, et donc j'en déduis que xa plus b est égal à xa xb moins 1 sur xa plus xb. Check. Question 2, soit A, B et C 3 points de P, on suppose que YA est différent de YB, YA plus B différent de YC, YB différent de YC et YA différent de YB plus C. Démontrer que les points A plus B plus C et A plus B plus C sont confondus. Pour ceux qui s'y connaissent, on est en train de démontrer que la loi plus, entre guillemets, est associative. C'est-à-dire que quand on enchaîne plusieurs opérations entre des couples de valeurs, eh bien, l'ordre dans lequel on fait les opérations n'importe pas. Et d'après la première question, vu qu'on a les y qui sont différents, eh bien on peut écrire directement ce calcul, et on a les égalités suivantes. X de a plus b plus c est égal à x de a plus b fois xc moins 1 sur xa plus b plus xc. J'utilise bien cette formule. Et donc en réutilisant la formule, étant donné que yk est différent de yb, je peux remplacer xa plus b par l'expression, et j'obtiens ceci. Je mets au même dénominateur, donc le xc lui multiplie tout ça, donc j'ai xa, xb, xc moins xc, et je mets le 1 au même dénominateur xa plus xb, donc j'ai moins xa moins xb, ce qui me donne bien ce numérateur-là sur le dénominateur xa plus xb, que je vois apparaître d'ailleurs ici en dessous. Je mets ça au même dénominateur, donc j'aurai xc fois xa plus xc fois xb, donc j'aurai bien xa xb plus xc xa plus xc xb moins 1 sur xa plus xb, ce qui apparaît ici. Et vu que je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse, donc ceci se retrouve en haut et ce qui était en haut se retrouve en bas.
et je simplifie les xa plus xb, ce qui me donne bien ceci. Petite remarque, on note que la loi est commutative, donc xa plus b, c'est pareil que xb plus a, puisque ici, changer de place xa et xb ne change rien à l'expression et à sa valeur. Donc xa plus b est égal xb plus a. Et pour le deuxième x de a plus b plus c, j'ai donc cette formule-là, étant donné que yk est différent de yb plus c, donc le dénominateur est non nul. Et en remplaçant, j'obtiens ceci en réutilisant la formule de la question 1. Et donc je mets au même dénominateur le 1 et ceci, donc j'ai xa fois xb fois xc moins xa, moins xb moins xc, qui apparaît ici au numérateur. Et ici, je multiplie xa par ceci, donc j'ai xa fois xb, plus xa fois xc, plus xb fois xc moins 1 sur xb plus xc. Le numérateur de la fraction dénominateur apparaît ici. Et donc je multiplie par l'inverse de la fraction dénominateur, donc les xb plus xc se simplifient, et j'obtiens bien ceci. Check et check. Question 3, on fait la construction suivante, je vous laisse la lire, et je lis directement la question 3a, soit a un point de P distinct de 0, exprimer xa plus a en fonction de xa. Soit donc grand A différent de O, on a donc que petit xa est différent de 0. L'équation réduite de la tangente au point d'abscisse petit xa, donc en grand A, est donnée par cette expression d'après le cours. Et pour rappel, la fonction ici en question, c'est la fonction qui a x associé x carré, donc sa dérivée c'est x associé 2x, et donc j'ai bien un 2xa ici, et donc j'ai un x carré ici, xa carré, pardon. Et donc je distribue et j'ai 2xa fois x, et 2xa fois moins xa, donc moins 2xa carré plus xa carré, ce qui me fait bien moins xa carré. Et donc l'équation réduite de la tangente est donnée par y est égal à 2xax moins xa carré. On remarque l'analogie de l'expression avec l'expression quand a et b sont des points qui n'ont pas la même ordonnée. C'est comme si, entre guillemets, on avait remplacé xb dans cette expression par xa, ce qui formellement n'est pas possible tel quel, puisque là on aurait la même ordonnée. Et donc je suis amené à résoudre cette équation, puisque je rappelle que le point d'intersection entre les deux, elles ne sont pas parallèles parce que ça c'est différent de 0, pour rappel, vérifie les deux équations et donc son y vaut moins 1, et donc je remplace ici et je trouve son x, vu qu'on est aussi dans cette relation, puisqu'on est sur cette droite. Et en isolant x, je trouve bien cette expression, ce qui est possible parce que xa est différent de 0, soit cette expression, qui encore une fois ressemble à la précédente qu'on a trouvée, où on a remplacé xb par xa. Check. Question 3b, on prend un point B de P, tel que ya plus a est différent de yb, yk différent de yb, yk différent de yk plus b. Démontrer que les points a plus b et a plus b sont confondus. Alors là, calculatoirement, c'est vraiment le même bail qu'à la question 2, donc je vais aller un petit peu plus vite. Ah oui, une petite précision ici, je ne l'ai pas mentionné parce que c'était relativement évident, mais vu que les abscisses sont égales, forcément leurs ordonnées sont égales, puisque l'ordonnée c'est l'image de l'abscisse par la fonction qui a x associé x carré. Donc on a bien que les points grand A plus grand B plus grand C et grand A plus grand B plus grand C sont confondus géométriquement. Et on va faire pareil ici. Et donc je te laisse checker les calculs, je vais juste défiler pour que tu puisses suivre l'enchaînement. Et je montre les deux en même temps, donc on a ceci, et puis après ceci, et je fais sauter les dénominateurs, et j'ai donc bien ceci, et on a égalité entre les deux, et donc leurs images sont égales, et donc les points de la courbe sont égaux. Check et check. On enchaîne avec la partie 2 parce qu'on est chaud, étude d'une suite de points, et je te laisse lire le début de l'énoncé, et question 4, on suppose dans cette question que A est le point de coordonnées 3, 9, petit a, démontrer que pour tout n entier naturel, on a xn différent de 0. Eh bien, on nous demande en fait tout simplement d'étudier cette suite-là, définie par récurrence, et de montrer qu'elle est différente de 0 pour tout n. On va faire ceci avec un raisonnement par récurrence, et plus exactement, je vais m'aider d'un autre point, c'est que je vais montrer que pour tout n, quand on commence à x0 avec un nombre rationnel, alors tout le monde aussi est rationnel. Et on va démontrer ça par une récurrence double, où la propriété Pn sera donnée par ceci, xn appartient au rationnel privé de 0. Je vais aller assez vite sur le raisonnement par récurrence, mais regarde sur mon profil si tu veux des raisonnements par récurrence plus détaillés pour avoir aussi la bonne rédaction. Initialisation, j'ai x0 égale 3 et x1 égale 4 tiers en appliquant la formule, vu que x0 est différent de 0. Les deux sont bien différents de 0 et des nombres rationnels, check. Hérédité, soit n un entier naturel tel que xn plus 1 appartient au rationnel privé de 0, on va montrer que xn plus 2 appartient au rationnel privé de 0. Déjà, on a que xn plus 2 c'est égal à ceci d'après la définition de notre suite. Or, par hypothèse de récurrence, xn plus 1 est un rationnel. Donc ceci, c'est un rationnel, puisque un produit addition quotient de rationnel donne toujours un rationnel. Je te laisse démontrer ça en commentaire. Non, vraiment fais-le, mets pause et démontre-le en commentaire. Donc étant donné que xn plus 2 est égal à ceci ou ceci, c'est bien un rationnel. On va montrer maintenant que xn plus 2 est différent de 0. Et pour ça, il faut qu'on montre que xn plus 1 lui-même est différent de 1 ou moins 1, pour pas que ici, dans l'expression, ça s'annule. Parce que oui, on aura cette expression-là, parce qu'on n'aura pas 0 pour xn plus 2.
En tout cas, pas ce 0-là, étant donné que xn plus 1 est différent de 0 par hypothèse de récurrence. Donc xn plus 2 est bien donné par cette expression, car xn plus 1 est différent de 0. Le 2 s'était échappé, désolé. Déjà, on a que xn plus 1 est donné par cette expression parce que xn est différent de 0, encore une fois par hypothèse de récurrence. Si jamais xn plus 1 est égal à 1, alors on a ici cette égalité qui donne 1 est égal à xn au carré moins 1 sur 2xn. Ce qui signifie, quand je multiplie par 2xn à gauche et à droite, que 2xn est égal à xn carré moins 1, et donc que xn est solution de cette équation polynomiale de degré 2, dont le discriminant est 8, et dont les racines sont 1 plus racine de 2 et 1 moins racine de 2. Sauf que par hypothèse de récurrence, xn est un rationnel différent de 0. Or, ces deux nombres-là sont des nombres irrationnels. Pareil, tu peux le démontrer en commentaire. Donc xn ne peut pas être solution de cette équation polynomiale de degré 2, et donc on ne peut pas avoir que xn plus 1 est égal à 1. Et de même, si xn plus 1 est égal à moins 1, on se retrouve avec cette équation polynomiale de degré 2, je te laisse vérifier les calculs, et donc de discriminant toujours 8. Par contre, les racines sont données par ces deux trucs qui aussi sont des irrationnels. On a un rationnel plus un irrationnel, donc racine de 2, je te laisse démontrer en commentaire que c'est un irrationnel, et la somme d'un rationnel plus un irrationnel est toujours un irrationnel. Mais par hypothèse de récurrence, c'est absurde, étant donné que xn est bien un rationnel. Donc xn n'est aucune de ces deux valeurs, et donc xn ne peut pas être solution de cette équation polynomiale de degré 2, et donc on ne peut pas avoir que xn plus 1 est égal à moins 1, et donc on ne peut pas avoir que cette expression-là s'annule, et donc xn plus 2 est bien différent de 0. La propriété est vraie au rang 0 et 1, et la propriété est héréditaire sur n, donc elle est vraie pour tout entier naturel n, d'après le principe du raisonnement par récurrence, et donc on a bien montré que pour tout n, xn appartient à q étoile. Check. Question 4b, démontrer que la suite xn ne converge pas. Notons que xn plus 1 est égal g de xn, où g est défini par cette relation, valide sur R étoile. Et on a que cette fonction est un quotient de polynôme, donc elle est continue partout où elle est définie d'après le cours, et donc elle est continue sur R étoile. On va faire un raisonnement par l'absurde et supposer que la suite xn converge. Et on va appeler L sa limite. L est un réel. Deux possibilités, L est différent de 0 ou L est égal à 0. Premier cas, imaginons que L soit différent de 0. Eh bien, j'ai réuni les hypothèses du théorème du point fixe. J'ai une suite convergente définie par une relation de récurrence avec une fonction g qui est continue sur R étoile et donc qui est continue en L. Et donc d'après cet énoncé, j'ai que L est égal à g de L. Autrement dit, j'ai ceci, et donc je multiplie par 2L de chaque côté, ce qui me donne 2L carré est égal à L carré moins 1, et donc je retranche L carré de chaque côté, ce qui me donne L carré est égal à moins 1. Attends, L carré est égal à moins 1 ? On a dit que L était un réel, et ça, ce n'est pas possible dans les réels. Donc non, L ne peut pas être différent de 0. On va supposer maintenant que L vaut 0. J'ai que la suite vérifie cette relation, en utilisant la relation que je connais et en multipliant de chaque côté par 2xn. Je vais maintenant passer à la limite dans cette égalité. Donc par les opérations sur les limites, j'ai que ceci va tendre vers L carré moins 1, et ceci vers 2L carré. Ce qui me donne à nouveau l'égalité 2L carré est égal à L carré moins 1, soit L carré est égal à moins 1, ce qui n'est pas possible pour L égale 0 non plus. Conclusion, on a bien montré que la suite xn ne converge pas, check. Question 5, je te laisse bien lire le début avec l'introduction des nouvelles notations. Et la question est de démontrer que pour tout C dans n étoiles, l'ensemble EC qui est égal à P dans la parabole telle que XP est rationnel et HP inférieur ou égal à C est fini. Soit donc C un entier naturellement nul et on va considérer l'ensemble EC qui nous est donné par l'énoncé. On va réexprimer autrement la condition que HP soit inférieur ou égal à C. Donc pour rappel, d'après l'énoncé, la définition de petit h, c'est ceci, ln de grand h de xp, et donc ceci est inférieur ou égal à c. Ce qui me dit que grand h de xp est inférieur ou égal à exponentielle de c en passant à l'exponentielle d'après la croissance de la fonction exponentielle. On se rappelle que xp appartient à q est un rationnel, et donc xp peut s'écrire comme ça, avec b supérieur ou égal à 1, un entier naturel, et donc a, un entier relatif. Premier cas, si le maximum de la valeur absolue de a et de la valeur absolue de b, c'est la valeur absolue de a, alors on a que grand h de xp, c'est la valeur absolue de a, d'après l'énoncé, et donc la valeur absolue de a est inférieure ou égale à l'exponentielle de petit c, et en particulier, la valeur absolue de a est inférieure stricte à la partie entière de l'exponentielle de petit c plus 1. Pourquoi ? Parce que la partie entière de ça plus 1, c'est un entier qui est plus grand que ça. Et j'en ai pas une infinité des valeurs de petit a qui vérifient cette inégalité avec petit a entier relatif. J'ai celui-ci, partie entière de l'exponentielle de c, mais aussi partie entière de l'exponentielle de c, moins 1, etc. etc. Jusqu'à 1, plus 0, plus tous les négatifs, puisque a est un entier relatif. Donc des valeurs de a qui vérifient cette inégalité, j'en ai au maximum ceci. Oui, mais comme la valeur absolue de a, c'est le maximum entre la valeur absolue de a et la valeur absolue de b, pour pouvoir former un rationnel comme ça, j'ai plus beaucoup d'autres options. Puisque nécessairement b va être compris entre moins a et a.
puisque sa valeur absolue est plus petite que la valeur absolue de A, qui est le maximum des deux valeurs absolues. Et donc les possibilités de valeur de B, encore une fois, c'est ça. Mais pour former un nombre rationnel qui vérifie cette inégalité, forcément les choix de B, au maximum, sont majorés par cette quantité-là. Et j'ai besoin de deux nombres comme ça pour former un rationnel. Donc au maximum, le nombre de rationnels que je peux former, c'est le nombre de couples d'entiers dont les deux coordonnées vérifient cette inégalité. Donc en raisonnant, on n'a pas besoin de distinguer les cas A et B pour le maximum, puisqu'on les compte tous dedans directement. Autrement dit, tous les couples de valeurs dont les deux coordonnées sont plus petites strictement que cet entier-là. En valeur absolue, bien sûr. Et donc tous ces couples possibles, eh bien ça me fait pour la première coordonnée cette quantité-là, pour la deuxième coordonnée cette quantité-là, et donc j'ai bien ceci au carré. Notons que j'en compte trop, puisque j'ai une condition sur B, et que je pourrais ajuster le majorant pour être beaucoup plus précis ici. Mais on fait de la majoration brutale, t'as vu, donc on s'en fiche un peu. Et notons également que certains rationnels peuvent se répéter si je n'ai pas à chaque fois des fractions qui sont simplifiées. Donc je sais que stricto sensu, j'en ai vraiment moins que ça, mais bon. Donc check pour avoir montré que l'ensemble EC est fini. Question 6, soit A et B dans Z étoile croix N étoile, démontrer que si PGCD de AB égale 1, alors PGCD de A carré moins B carré AB est égal à 1 aussi. Alors là, il fallait des raisonnements arithmétiques pour cette question, donc il fallait avoir fait maths expert ou avoir vu les notions. Si quelqu'un a une idée qui n'utilise pas les notions de maths expert, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, je suis tout oui. Et nous, on commence notre raisonnement en disant soit P un nombre premier divisant A carré moins B carré et AB. Je vais en fait montrer que P est nécessairement égal à 1, et donc il ne peut pas y avoir de nombre premier qui divise ces deux-là. On n'a que P divise A ou P divise B. Oui, puisque P divise AB. Donc un nombre premier va forcément apparaître dans la décomposition en facteur premier de AB et donc de A ou de B. S'il ne divisait aucun des deux, il ne pourrait pas diviser le produit AB. Et de même, P divise A moins B ou P divise A plus B, puisque A moins B fois A plus B, ça fait A carré moins B carré. Et pour les mêmes raisons, il divise forcément l'un des deux facteurs, sinon il ne pourrait pas diviser le produit. On a juste à faire une disjonction des cas. Je vais prendre un seul exemple, mais vous pouvez refaire tous les autres assez facilement. On va supposer que P divise A et P divise A moins B. Alors P va diviser toute combinaison linéaire à coefficient entier de A moins B et A. Autrement dit, P va diviser par exemple A moins B moins A. Donc P va diviser B. Et de même, si P divise B et que vous prenez ça ou ça, vous faites une combinaison linéaire qui va montrer que P divise A. P divise A et B, donc P divise le PGCD de AB qui vaut 1, donc P divise 1, absurde. Donc aucun nombre premier ne peut diviser à la fois AB et A carré moins B carré. Ce qui est exactement dire que leur PGCD est égal à 1. Check. Question 7, démontrer qu'il existe deux réels petits m et grand m tels que pour tout point P de la parabole P tel que XP appartient à Q étoile, on a M plus HP plus P est inférieur ou égal à 2 petit hp, inférieur ou égal à petit hp plus grand M. Alors je vais réexprimer cette inégalité pour obtenir une égalité plus facile à démontrer. Et comme d'habitude, on réécrira les choses dans le bon sens pour que ce soit correct. Donc j'ai l'inégalité ici et je retire h de p plus p de chaque côté. Et je réexprime les petits h à l'aide de l'énoncé comme ceci. Attention, je précise que je n'ai pas trouvé les constantes petit m et grand m, je réexprime juste ça. S'il existe des constantes qui vérifient ça, alors on a ça pour les mêmes constantes. En particulier, je rassemble tout dans un seul logarithme, donc j'ai un 2 ici devant, ce qui me fait un carré ici, et j'ai un moins logarithme de ceci, ce qui me fait une division dans le logarithme. Ce qui, en passant à l'exponentielle, équivaut à montrer que je suis encadré entre deux constantes strictement positives. Comme je devrais réécrire dans le bon sens, et bien là, j'appliquerai le logarithme pour passer d'ici à ici, donc il faut bien que mes deux constantes-là soient strictement positives. Mais si on écrit xp a sur b avec b supérieur ou égal à 1 et pgcd de ab est égal à 1, cette inégalité peut en fait se réécrire de cette façon-là, et on va calculer xp plus p pour avoir son écriture en fraction irréductible et voir comment on peut exprimer ceci. On a donc que xp plus p est égal à xp carré moins 1 sur 2xp. Pour rappel, xp est différent de 0, il appartient à q étoile. Et je remplace xp par a sur b, donc j'ai a sur b carré moins 1 sur 2 fois a sur b. Je mets le 1 ici au même dénominateur que ça, donc je me retrouve avec a carré moins b carré sur b carré, 2a sur b en dessous. Et donc j'inverse la fraction, j'ai ceci fois b sur 2a. Et je peux simplifier un b ici et un b ici. Ce qui me donne finalement ceci. Alors là, il faut faire attention aux différentes situations puisqu'on a plusieurs cas qui sont dus au divisé par 2 qui apparaît ici. Parce que nous, on veut une fraction irréductible pour pouvoir raisonner correctement. Et donc, premier cas, A et B ne sont pas de même parité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est pair, par exemple A, et l'autre qui est impair, par exemple B, ou inversement.
Alors leurs carrés respectent leur parité, c'est un exercice classique. Et donc la différence des deux est impaire. Donc on a bien ici une fraction irréductible puisque 2 ne divise pas ceci. Et d'après la question précédente, le PGCD de a carré moins b carré et ab est égal à 1. Deuxième cas, ils ont la même parité. Alors ils ne peuvent pas être tous les deux pairs parce que sinon a et b n'auraient pas un PGCD qui vaut 1, puisqu'ils seraient tous les deux divisés par 2. Et donc leur PGCD vaudrait au moins 2. Donc nécessairement a et b sont tous les deux impairs, leur carré aussi, et donc la différence de leur carré est un nombre pair. Et donc là je peux simplifier, il y a un facteur 2 qui se cache ici, je simplifie avec ce 2-là, mais toujours d'après la question précédente, AB et A carré moins B carré n'ont aucun facteur commun si ce n'est 1, donc AB ne peut pas en avoir avec A carré moins B carré sur 2 non plus, puisqu'A carré moins B carré sur 2 est un diviseur de A carré moins B carré. Quand je dis facteur commun, c'est positif bien sûr. On va commencer par le cas où c'est ceci qui est irréductible. Et désolé, il n'y a pas de 2 ici, puisqu'il est là, donc là je veux dire que c'est l'entier ça divisé par 2. Et donc ça équivaudrait à démontrer ceci, vu que les nombres ici sont positifs à l'intérieur du max, le max au carré, c'est le max des carrés de chacun, par croissance de la fonction carré. On va supposer dans un premier temps que la valeur absolue de a est supérieure ou égale à la valeur absolue de b, et donc que le max de ça, c'est la valeur absolue de a au carré. Et l'idée, c'est de trouver un critère qui nous permet de savoir quand est-ce que le max c'est lui, ou quand est-ce que le max de ça c'est lui, pour arriver à majorer cette expression. Donc je vais écrire cette inégalité et dérouler pour arriver à une inégalité que je sais être vraie, je la remontrerai dans l'autre sens. Donc je pars du fait que la valeur absolue de a carré moins b carré est supérieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de ab, que je peux réécrire comme ça, étant donné que la valeur absolue de a carré est supérieure ou égale à la valeur absolue de b carré, parce que la valeur absolue de a est supérieure à la valeur absolue de b, d'après le cas où on est. Et je fais passer ceci côté gauche et le moins valeur absolue de b côté droit. Puis j'ajoute de chaque côté la valeur absolue de b au carré, ce qui me donne 2 valeurs absolues de b au carré côté droit. Et ici, je reconnais l'identité remarquable, donc j'ai ceci au carré est supérieur ou égal à 2 valeurs absolues de b au carré, et je prends les racines. Et la racine carrée de tout ça, c'est bien ça, encore une fois, parce que la valeur absolue de a est plus grande que la valeur absolue de b. Et la racine de ça, c'est racine de 2 fois racine de ça au carré, donc racine de 2 fois la valeur absolue de b. Et donc j'obtiens, en rajoutant valeur absolue de b de chaque côté, que la valeur absolue de a est supérieure ou égale à la racine de 2 plus 1, valeur absolue de b. Et je vérifie que je peux remonter dans l'autre sens pour obtenir ceci. Simplement de là à ici, je vais appliquer un carré, les deux sont positifs, et donc par croissance de la fonction carré, j'ai bien cet ordre-là, et j'arrive ainsi à cette inégalité-là. Donc dans le cas où la valeur absolue de a est plus grande que racine de 2 plus 1, valeur absolue de b, on n'a que le maximum de ces deux trucs, c'est valeur absolue de a carré moins b carré, d'après cette démonstration que j'ai faite ici. La quantité encadrée vaudra donc ceci, qui vaut ceci, on exclut le cas où la valeur absolue de a est égale à la valeur absolue de b, et donc ceci c'est minoré par 1, puisque ceci c'est plus petit que ceci. Donc en divisant des deux côtés par valeur absolue de a carré moins valeur absolue de b carré, j'ai bien cette inégalité. Ce que je détaille dans cette justification ici, et ceci donc est différent de 0, je peux bien diviser. Mais notons que ce truc-là, ça peut aussi se réécrire de cette façon. Comme ça, j'ai factorisé ici par valeur absolue de a au carré, et j'obtiens bien ceci. Mais vu que je suis dans ce cas-là, j'ai que la valeur absolue de b sur la valeur absolue de a est majorée par 1 divisé par ceci en renversant cette inégalité, qui est bien strictement plus petit que 1, puisque ceci c'est strictement plus grand que 1. Et donc j'ai que ceci est bien majoré par ceci. Je te laisse faire le détail des inégalités en commentaire. Donc peu importe les valeurs ici, à droite et à gauche, on a des constantes qui ne dépendent pas de valeur absolue de a et b. Donc c'est ok pour cette situation. Deuxième cas, on a la valeur absolue de a qui est inférieure stricte à racine de 2 plus 1, valeur absolue de b. D'après le même raisonnement, on a ça, mais dans l'autre sens, et donc j'arrive que ceci est strictement plus grand que ceci. Vraiment pour les mêmes arguments, à un moment donné, j'applique le carré, la croissance, patati patata. Et donc ce maximum est égal à 2 valeurs absolues de a sur b. Et donc la quantité encadrée, c'est valeur absolue de a carré sur 2 valeur absolue de ab, qui est égal à ceci, qui se simplifie en ceci. Mais ceci, c'est bien minoré par un demi, parce que si je multiplie par 2 des deux côtés, j'ai valeur absolue de a sur valeur absolue de b qui est plus grand que 1, puisque valeur absolue de a est plus grand que valeur absolue de b. Et de même, j'ai ici que valeur absolue de a sur valeur absolue de b est majorée par racine de 2 plus 1. Donc ceci est majoré par racine de 2 plus 1 sur 2. Et donc dans ce cas-là aussi, j'encadre l'expression voulue entre deux constantes strictement positives. Pour le cas valeur absolue de b supérieure stricte à valeur absolue de a, notez que c'est vraiment la même chose. Pourquoi? Parce que je vais réécrire cette condition-là, sauf qu'ici j'aurai valeur absolue de b au carré moins valeur absolue de a au carré. Et donc je ferai les mêmes manips avec l'identité remarquable, sauf qu'ici je me retrouverai avec un valeur absolue de b moins valeur absolue de a
et ici avec 1 valeur absolue de A. Et donc je distinguerai en deux cas selon cette inégalité-là. Est-ce que valeur absolue de B est supérieure ou égale à racine de 2 plus 1 valeur absolue de A ou inférieure stricte. Ce qui me donnera à nouveau ces encadrements, puisque la chose à encadrer, ça sera soit ceci, soit ceci. Et donc j'obtiendrai bien les mêmes encadrements en utilisant le même raisonnement que j'ai fait juste avant. Tiens, je te laisse regarder dans la globalité. On reprend exactement le même raisonnement avec ceci et ceci. Sauf que là, on aura ceci sur 2 comparé avec juste valeur absolue de AB. Mais le critère va ici donner exactement la même chose. Et donc, on aura bien exactement les mêmes encadrements. Un ici dans le premier cas et ceci en supérieur. Et un demi dans le deuxième cas. Et racine de 2 plus 1 sur 2 en supérieur dans le deuxième cas. Et on n'oublie pas le cas d'égalité qu'on avait mis de côté. Si les valeurs absolues sont égales, ça veut dire que A est égal à plus ou moins 1. Et que donc ici, au numérateur, on a 1. Ceci vaut 0, et ceci vaut 2, et donc j'ai 1 demi qui est évidemment encadré entre deux constantes strictement positives. Et donc pour faire l'encadrement, quelles que soient les situations, je vais prendre la plus petite de toutes les constantes minorantes que j'ai. Je m'en contrefiche, je l'appelle M', tout ce que je sais et qui m'intéresse, c'est qu'elle est strictement positive. Et je vais prendre aussi la plus grande de toutes les constantes majorantes que j'ai. Je l'appelle grand M', et je sais aussi qu'elle est strictement positive. Et donc j'ai bien prouvé l'existence de deux constantes petit m' et grand M' telles qu'on ait cet encadrement et les constantes ne dépendent pas de xp, de a et de b. Donc j'ai bien montré ceci quel que soit p dans la parabole avec xp rationnel non nul. Et donc je remonte en passant au logarithme avec l'inégalité que j'ai fait tout à l'heure, je ne vais pas la recopier, mais en remontant on peut renverser les inégalités et finalement obtenir cette double inégalité. Check. Question 8, soit un une suite réelle, on pose v0 est égal 0 et pour tout n plus grand que 1, vn est égal la somme pour k variant de 0 à n-1 de la valeur absolue de uk plus 1 moins uk. On suppose que la suite vn est majorée et on souhaite démontrer que la suite un converge. Petit a, démontrer que la suite vn converge. Bien vn est défini par cette expression, et j'ai donc que pour tout n plus grand que 1, vn plus 1 moins vn est égal à ceci. Et j'ai des simplifications, je vais de 0 jusqu'à n-1 et j'ai exactement la même chose dans l'expression. Et ici, je vais de 0 jusqu'à n, donc il va me rester le terme ici où k égale n. Et ceci, c'est supérieur ou égal à 0. J'ai donc montré que pour tout n supérieur ou égal à 1 au moins, j'ai vn plus 1 moins vn, qui est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que la suite vn est croissante. Mais on a supposé au début de l'énoncé qu'elle est majorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, comme elle est croissante et majorée, vn converge. Question petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1 moins un plus valeur absolue de un plus 1 moins un inférieur ou égal à 2 valeurs absolues de un plus 1 moins un. Et bien pour démontrer ça, on va partir de cette inégalité qui en fait est évidente quand on la regarde de plus près, parce que je suis en train de dire que j'ai un truc qui est inférieur ou égal à sa valeur absolue et supérieur ou égal à moins sa valeur absolue. Oui, nécessairement, parce que si la valeur absolue du truc est égale à lui-même, c'est bien inférieur ou égal à sa valeur absolue, puisqu'en fait c'est égal. Mais si le truc est négatif, il est égal à moins sa valeur absolue, puisque sa valeur absolue, ça le rend positif, et on met moins, donc ça redevient lui-même. Et de même, si lui était positif, il est bien supérieur à un truc négatif, qui est inférieur à 0, et lui est supérieur à 0. Donc dans tous les cas, que ceci soit égal à sa valeur absolue ou à l'opposé de sa valeur absolue, on a bien que ceci est compris entre les deux. Et donc je vais tout simplement rajouter valeur absolue de un plus 1 moins un à tous les membres de l'égalité. Ce qui donne bien ce qu'on voulait démontrer, check. Petit c, on déduire que la suite un plus vn converge. Et bien en fait, j'ai cette inégalité pour tout n, et donc je vais faire la somme de chacun de ces membres pour k variant de 0 à n-1. Si ça c'est plus petit que ça qui est plus petit que ça, et bien la somme de ça c'est plus petit que la somme de ça qui est plus petit que la somme de ça. Et donc j'obtiens cette inégalité-là. Mais ici je reconnais vn, et ici aussi. Et ici, si je regarde plus attentivement, j'ai une simplification, puisque ça, c'est la somme pour k variant de 0 à n-1 de ça, moins la somme de ceci pour k variant de 0 à n-1. Et donc là, ce que je retire, c'est u0 jusqu'à un-1. Et ici, j'ai les valeurs de u0 plus 1, donc u1 jusqu'à un-1 plus 1, un. Donc j'ai u1 plus u2 plus jusqu'à un, alors que ici, j'ai moins u0 plus jusqu'à un-1. Donc j'ai des simplifications et il me reste moins u0 et un. J'obtiens donc cette inégalité-là. Je rajoute u0 et en particulier j'ai montré que la suite un plus vn est bornée. Majorée suffit ici. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que la suite vn elle-même est majorée. Et vous le sentez venir, je fais la différence de deux termes successifs, ce qui me donne ceci. Or je sais que ceci est positif, d'après la question 8b ici. Donc j'ai montré que la suite un plus vn est croissante,
puisque la différence de deux termes successifs est positive, quel que soit n entier naturel. Et j'ai de plus montré qu'elle est majorée, donc encore une fois, d'après le théorème de la convergence monotone, la suite un plus vn converge, check. D, conclure. Eh bien tout simplement, on a un qui est égal à vn plus un moins vn, je rajoute et je retranche vn. Et d'après les questions 8a et 8c, j'ai que la suite vn converge et que la suite vn plus un converge. Et donc un, en tant que somme de deux suites qui convergent, converge également. Check pour ça. Question 9, soit à nouveau le point A de coordonnées 3, 9 et soit n la suite récurrente associée à A. Pour tout entier naturel n, on pose Tn est égal petit h de grand An sur 2 puissance n, démontrer que la suite Tn converge. L'idée c'est de s'aider de ce qu'on a fait avant et de comprendre qui joue le rôle de qui pour bien appliquer ce qu'il faut. Je vais donc considérer la suite Sn définie par ceci, et S de 0 égale 0. Et j'ai donc, quand on remplace que Sn est égal à ceci, donc je remplace Tk plus 1 et Tk par leurs expressions, et à l'intérieur, je vais factoriser par 1 sur 2 puissance k plus 1, ce qui va me donner la somme de 1 sur 2 puissance k plus 1, que je peux sortir de la valeur absolue puisque c'est positif, facteur de ceci, et donc j'ai bien un 2 ici, pour que ça se simplifie et donne un sur 2 puissance k quand je distribue le 1 sur 2 puissance k plus 1 à ceci. Et on peut éventuellement aussi tout réécrire de cette façon-là. Mais rappelez-vous que d'après la question 4a, on a démontré que xn appartient à q étoile pour tout n entier naturel. Et on a démontré d'après la question 7 qu'il existe deux constantes réelles petit m et grand M telles que pour tout p dans la parabole avec xp l'abscisse dans les rationnels différents de 0, on a cette inégalité-là. Et donc en appliquant ceci en p est égal à k, j'obtiens cette inégalité-là, puisque pour rappel, l'abscisse de grand AK appartient à q étoile. Mais vu que ceci est encadré entre deux constantes réelles, je peux affirmer en fait que ceci est encadré entre moins la valeur absolue de la plus grande valeur absolue des deux constantes et plus la valeur absolue de la plus grande des deux valeurs absolues des constantes. Autrement dit, il existe une constante k positive telle que la valeur absolue de 2h de a petit k moins h de a indice petit k plus 1, ça c'est mon ak plus opération bizarre ak, est inférieur ou égal à grand K pour tout K entier naturel. Et j'ai donc que Sn qui est égal à cette somme pour rappel est inférieur ou égal à la somme pour K variante de 0 à n-1 de K sur 2 puissance K plus 1. Je reprends cette inégalité, je divise par 2 puissance K plus 1 et je somme de 0 à n-1. Mais ceci c'est égal à K facteur de cette somme-là, puisque K ne dépend pas de petit k. Et ceci c'est une suite croissante qui converge. On peut transformer son expression, c'est la somme de termes d'une suite géométrique. Et en changeant l'expression d'après la formule, j'obtiens ceci, soit ceci en transformant donc ça en 1/2 et en multipliant par 2. Et ceci est majoré par 1, donc tout ceci est majoré par 2k. Donc j'ai montré que Sn pour tout n est majoré par 2k. Ici, c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, mais on a S0 égale 0. Mais Sn vérifie bien les hypothèses de la question 8a. Donc la suite Sn converge par 8a. Et donc par 8d, la suite Tn converge également. Et check final pour tout ceci. On a donc bien montré ce qu'il fallait, que la suite Tn converge. Allez, je te laisse checker toutes les notes pour bien tout récapituler. N'hésite pas à demander des précisions si jamais quelque chose que j'ai dit n'est pas clair. Et surtout, n'oublie pas de faire en commentaire les petites démonstrations et petits exos que j'ai laissés en suspens. Ou à me le demander si jamais tu veux que je les corrige et que je les détaille plus. Voilà, n'hésite pas à transférer à tous ceux qui ont passé le CGL, ainsi qu'à tes profs qui voudront peut-être entraîner d'autres élèves à l'avenir sur ce sujet. Et enregistre bien cette vidéo, il y a beaucoup de raisonnements qui sont très utiles pour le post-bac. Bisous!